Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît, par le chat. Parfait, merci. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous parler des explorations fonctionnelles en cardiologie congénitale et pédiatrique. En fait, ça va, ce qu'on appelle par exploration fonctionnelle, c'est surtout les tests d'effort. Donc, on va parler des tests d'effort qui, en fait, concernent essentiellement les ECG d'effort, et puis des explorations à l'effort un peu plus complexes, où on mesure la consommation d'oxygène. Et puis, je vais vous parler de mon activité ici, qui est un peu, qui ne se fait pas partout ailleurs, hein, et qui vous montreront un peu les spécificités de ce que je fais en termes d'exploration non invasive. Alors, on est dans un service de cardiologie pédiatrique. La difficulté, c'est de faire des épreuves d'effort chez les enfants. Donc, on a un matériel adapté avec un pédalier, vous avez vu, qui peut se régler pour pouvoir avoir une amplitude de pédalage adaptée à la taille de l'enfant. On a une selle, ici on a une selle standard ici sur cette photo, mais qui peut être changée et devenir un peu plus en avant, ce qui permet de faire pédaler des enfants à partir de 1,20 m, en sachant que 1,20 m, ça reste un peu difficile. Voilà, il y a des particularités intéressantes pour faire des tests d'effort chez les enfants. Il faut savoir que les enfants, il faut savoir un peu les canaliser. Ils sont parfois un peu stressés, un peu comme chez les adultes. Il y a des hyperactifs. J'ai la tendance à ne pas faire venir les parents, sauf vraiment demande express ou handicap ou vraiment grosse angoisse. Parce que souvent, il y a une vis-à-vis de l'effort, vis-à-vis de ce test, il y a une énorme charge émotionnelle des parents qui viennent souvent parasiter le test. Donc, en fait, je ne fais pas venir les parents pendant le test et je les fais venir après. C'est important de connaître, avant de faire pédaler, le niveau d'activité physique pour choisir le bon protocole. Ce sont des protocoles en rampe, c'est-à-dire on augmente très progressivement la charge sur le pédalier, ou en palier, où on fait des incréments un peu plus élevés. Alors, ça va de 5 à 20 watts selon l'âge. Je n'ai pas de règle absolue, mais donc je vous montrerai un petit peu ce qu'on fait en fonction de l'âge. Il y a souvent des chewing-gums qu'il faut faire cracher. Voilà, il faut faire en sorte que tout ça soit un plaisir, parce que c'est des enfants souvent qui sont amenés à refaire des examens, et plus ils ont de plaisir, plus l'effort est maximal. L'objectif étant de réaliser un effort maximal. Il faut parfois on est amené à expliquer l'enjeu pour motiver les plus réfractaires, notamment les adolescents qui ne font pas beaucoup de sport. Voilà, je dis à peu près tout ce que je devais dire. En fait, oui, il faut savoir qu'avant avant 6 ans, on va dire, le pédalage n'est pas idéal, et donc on est amené à faire des tests d'effort sur un tapis roulant qu'on a qu'on a commandé, qu'on a fait pratiquement sur mesure, et qui permet d'avoir des tests d'effort chez les tout petits, même à l'âge de 3 ans.
et qui permet d'accélérer la fréquence cardiaque. C'est surtout pour dépister les troubles du rythme à l'effort. Voilà. Pendant l'effort, il faut demander un pédalage le plus régulier possible. Les garçons, souvent, veulent aller à fond les manettes. Les filles vont parfois pas assez vite, parfois c'est l'inverse, donc finalement. Mais voilà, donc il faut essayer de demander un pédalage le plus régulier possible, quitte à demander un sprint à la fin pour avoir une augmentation de fréquence lorsque cette augmentation de fréquence est importante pour le diagnostic. Voilà, c'est important de coacher, de bien valoriser. Il y a un point important, c'est que chez les tout petits, c'est acquis, mais même chez les pré-ados, et puis à l'adolescence, il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a une difficulté à apprendre à respirer à l'effort qui est oubliée. Et donc, pour pouvoir avoir un effort maximal, il faut donner des conseils pour respirer à l'effort de manière à avoir le test de meilleure qualité possible et pouvoir dépasser ce qu'on appelle le seuil ventilatoire. C'est important pendant l'examen de poser d'éventuelles questions sur l'apparition de symptômes. Sur le vélo, vous savez que la fréquence cardiaque atteinte sur un test qui paraît maximal comme ça est moins importante que sur un tapis roulant. En vélo, on a une fréquence cardiaque qui monte un peu moins qu'en course à pied, en tout cas si on n'est pas cycliste professionnel. Et donc, on essaie au moins d'avoir 85% de la FMT chez les enfants. Chez les tout petits, on évite de faire des paliers, même si c'est pour dépister de l'ischémie. On évite de faire on fait plutôt des rampes parce qu'ils ont musculairement peut-être un peu moins de réserve qui leur permettent de faire face à des paliers. Et donc, plutôt que d'arrêter prématurément un test, il vaut mieux essayer de le faire, d'y aller un peu plus progressivement. Il faut éviter que ça dure trop longtemps. Idéalement, que ça ne dure pas plus de 8 minutes. Chez l'adulte, on ne dit pas plus de 10-12 minutes, mais chez l'enfant, pas plus de 8 minutes. Et notamment chez les tout petits, ce n'est pas plus de 5 minutes, notamment quand on fait ça sur tapis roulant. Le but étant simplement de voir ce qui se passe lorsque la fréquence cardiaque monte de manière assez élevée. Voilà. Et puis après, il faut que ça reste plutôt sympa, valoriser, féliciter. Et à un moment donné, on avait des médailles pour donner aux tout petits. Les parents adorent. Et puis, voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est la torture pour enlever les électrodes. C'est presque plus difficile que l'épreuve d'effort en elle-même. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. L'ennui, c'est que je ne peux pas toujours avoir la fenêtre du chat parce que quand je l'ai, je ne peux même pas savoir si je suis en train de... je n'arrive pas à tourner les pages. Alors... voilà, ça on a déjà tout dit. Effectivement, bon, on va mettre 20, on a 2 sels. L'incrément, il n'y a pas vraiment de règle. Bon, en gros, jusqu'à, on va dire, de 7 à 12 ans, c'est du 10 watts minute. De 12 à 15 ans, c'est du 15. Et puis, au-delà de faire 16 ans, c'est plutôt du 20 watts. Voilà. Or, parfois, c'est 20 watts minute. Après, ça dépend du sport et puis parfois du sexe. On dit plutôt 15 watts minute. Ça peut être entre 15 et 20 watts minute chez les ados et les jeunes adultes. La vitesse de pédalage, contrairement à l'adulte, où c'est plutôt 60 tours minute, 70 tours minute. Là, on fait plutôt au-dessus de 70 tours minute. Et chez les tout petits, ils ont envie de pédaler et ils doivent pédaler assez vite. Contrairement à... Donc, il ne faut pas les obliger à pédaler à 70 tours minute. Il faut leur permettre de pédaler jusqu'à 100 tours minute. Au-delà, ils perdent les pédales. Mais 100 tours minute, ça leur permet souvent de tenir un test d'effort jusqu'au bout. Voilà, en tapis roulant, donc on les fait jusqu'à 8 km/h et puis 8% de pente, ce qui permet souvent d'arriver à l'objectif. On est 2 pour éviter qu'ils se cassent la figure. Voilà, on n'a jamais eu d'accident. On a un petit bouton d'urgence pour arrêter le tapis roulant. Et puis, en général, ça se passe bien. Voilà. Les tests d'effort, en général, il n'y a pas d'événements graves, ou très peu. C'est très rare. Cela dit, quand ils arrivent, il faut être prêt. Donc, on a un chariot d'urgence. Je fais ça avec une infirmière qui peut m'aider en cas de problème. On a eu quelques troubles du rythme ventriculaire.
mais toujours bien toléré. On a eu quelques malaises vagos très, très, très profonds, avec des convulsions. Mais voilà, rien qui nécessitait une réanimation importante. Mais voilà, même si c'est grave, la législation nous impose de faire ça avec un chariot d'urgence, de pouvoir appeler une réanimation et avec ne pas être tout seul et d'avoir quelqu'un, notamment une infirmière, pour nous aider en cas de problème. En plus de ça, d'être deux, ça permet de travailler à deux et de faire plus d'examens dans la vacation. Donc, ce qu'on monitore essentiellement lors d'un test d'effort, c'est l'électrocardiogramme. Cet ECG d'effort est indiqué chez les patients qui ont essentiellement des symptômes à l'effort, qui peuvent être le signe d'alerte d'une pathologie essentiellement coronaire ou rythmique. Ces symptômes d'effort sont difficiles à préciser à l'interrogatoire. Savoir si c'est une douleur typique ou pas, ça peut représenter des palpitations, des malaises, tout ça c'est très confus souvent. Donc là, simplement la notion d'effort incite à faire une épreuve d'effort, même si le rendement n'est pas énorme. Cela dit, on tombe bien sûr sur des choses qui sont graves, et donc l'intérêt quand même de faire cet examen. Même si l'échographie est normale, bien sûr, l'échographie s'attachera à bien regarder les trajets coronaires. Donc, c'est pour voir quoi? Des troubles du rythme à l'effort, des ischémies d'effort, des troubles de conduction, des profils tensionnels. On regardera l'intervalle QT lorsqu'il est suspecté, lorsqu'il y a un malaise. C'est arrivé de faire diagnostic de QT long au test d'effort et pas en consultation, où c'est important donc de bien regarder le CG de repos. Et puis, si on a un doute sur un malaise un peu long, un peu de type cardiologique, parfois syncopal, ou avec une perte de connaissance qui a duré et qui ne fait pas du tout malaise vagal, il peut être utile de regarder le QT à 6 minutes de récupération parce que ça permet de potentialiser le diagnostic. Donc, qu'est-ce qui est responsable d'une ischémie à cet âge? Des anomalies de naissance de coronaire, ça peut être des anomalies des coronaires qui naissent du mauvais vaisseau, de l'artère pulmonaire. C'est rare chez le grand enfant ou chez l'adulte, mais ça existe. Mais c'est surtout aussi des anomalies de trajet. On verra une diapo là-dessus. Il peut y avoir des myocardies débutantes avec l'apparition d'une arythmie d'effort. Et puis, d'une manière plus spécifique, on dépiste la tachycardie ventriculaire catécholergique, d'où l'importance de faire ces tests d'effort, notamment sur tapis roulant chez les tout petits, puisque c'est une pathologie qu'on dépiste vers l'âge de 4 ans classiquement. Voilà. Et puis, on peut éventuellement dépister des profils tensionnels d'effort un peu marqués, dont on sait, en tout cas chez l'adulte, que c'est assez prévisible le développement d'une hypertension artérielle dans l'avenir. Voilà, il faut savoir quand même que sur ces tests, ces ECG d'effort, chez les patients qui n'ont pas de pathologie connue, il y a beaucoup d'épreuves d'effort qui sont normales, mais bon, ça permet de rassurer et d'arrêter souvent les investigations, de rassurer les parents. L'idéal, c'est de déclencher d'ailleurs un symptôme pendant l'effort. On a souvent des sensations de cœur qui bat fort, de difficultés à respirer qui sont à l'origine de la consultation, et parfois on met aussi en évidence des hyperventilations inadaptées. Ici, ce sont des électrocardiogrammes. L'ischémie va être définie par l'apparition d'un sous-décalage de plus d'1 millimètre à l'effort. Généralement, c'est en V5. C'est par cette dérivation qu'on voit le plus souvent des sous-décalages, mais ça peut être ailleurs. Il faut savoir que la dérivation dans laquelle apparaît ce sous-décalage n'a aucune valeur localisatrice lorsqu'il s'agit d'un sous-décalage. Ça en a plus lorsque c'est un sus-décalage. Voilà, il faut regarder, il faut régler son appareil pour que le point où on regarde le sous-décalage, qui doit être horizontal ou descendant, ascendant, ça n'a pas de valeur, donc horizontal ou descendant se situe à 60 millisecondes après le point J. Parfois, il est réglé à 80 millisecondes. Il me semble que c'est mieux de mettre à 60 millisecondes. On peut avoir peut-être un peu plus de faux positifs, mais on a une bonne sensibilité. Voilà les indications qui sont spécifiques à la rythmologie. Donc, l'exploration d'extrasystoles ventriculaires pour savoir si elles sont bénignes ou malignes. Le plus souvent, c'est de savoir si elles disparaissent à l'effort, si elles sont nombreuses, si elles sont en salve rapide ou pas, si elles sont à couplage court ou à couplage long. Donc, tout ça, c'est à regarder. On peut regarder aussi les maladies sinusales, voir si vraiment le cœur s'accélère à l'effort. Là, souvent, on a l'exploration de préexcitation. Il faut savoir si elles disparaissent pour des fréquences cardiaques qui sont compatibles avec l'effort, et si on voit disparaître la préexcitation,
eh bien, ça évite de faire une exploration électrophysiologique pour tester cette préexcitation pour des fréquences plus élevées. On a parlé du QT long. Souvent, on regarde aussi si le bêta-blocage est bon. L'intérêt, c'est juste d'avoir la fréquence cardiaque maximale. Et puis aussi, on essaie de savoir si les pacemakers marchent bien, s'il y a une bonne écoute, à quel moment on se fait le repli, est-ce que ça gêne la performance ou pas. On fait souvent des ECG d'effort aussi pour dépister des maladies, des cardiomyopathies type DVDA. Et puis, donc, on en a parlé déjà, suspicion d'anomalie coronaire, naissance ou trajet. Donc, ces anomalies de trajet, c'est soit essentiellement des coronaires qui naissent du mauvais sinus, coronaire droite qui naît du sinus gauche ou la coronaire gauche qui naît du sinus droit. C'est souvent accompagné d'une anomalie de trajet de type trajet interaortico-pulmonaire et parfois avec un trajet intramural, c'est-à-dire le cheminement de la coronaire dans la paroi de l'aorte. En fait, il faut savoir que dans ce type de cardiopathie, le test d'effort est peu rentable, c'est-à-dire qu'il va y être, alors que l'anomalie existe, alors qu'il va falloir parfois poser l'indication, eh bien, on va avoir un électrocardiogramme normal. C'est arrivé de faire le diagnostic à l'occasion d'un test d'effort, mais uniquement sur la clinique. C'est-à-dire que c'était une jeune fille de 14 ans, donc était capable de bien décrire sa douleur et avait une douleur typique angineuse. Donc, l'importance comme en cardiologie adulte, de l'interrogatoire sur la douleur, c'est fondamental. Je pense que les cardiopédiatres en général ne sont peut-être pas assez formés sur l'interrogatoire de la douleur. L'interrogatoire était typique d'une douleur angineuse, mais un électrocardiogramme d'effort qui était normal. Et donc, c'est une patiente qui venait de l'extérieur, qui n'avait pas eu une échographie par un cardiopédiatre et qui ne s'était donc pas spécifiquement attardée sur les trajets coronaires. Et donc, j'ai fait une échographie, j'ai un petit appareil d'écho en salle d'effort et j'ai pu faire le diagnostic d'anomalie de trajet d'une coronaire droite qui naissait du sinus gauche, qui au scanner, alors ce n'est pas ce scanner-là, mais ça ressemble un peu, avait montré un rétrécissement assez net de la coronaire dans son trajet avec une portion dans la paroi. Et tout ça, c'est des facteurs de risque d'ischémie à l'effort, plus la douleur angineuse typique. Ça nous a suffi pour poser l'indication opératoire. Lorsque c'est la coronaire gauche qui est du sinus droit, on se pose moins la question. On le fait d'emblée. Ici, le cas d'une jeune fille qui avait été explorée pour un asthme d'effort, qui avait même pas vraiment de douleur et qui avait par contre un ECG d'effort très typique avec un sous-décalage très net et qui en fait avait donc cette coronaire gauche qui naissait de l'artère pulmonaire avec en revanche une grosse coronaire droite qui est souvent le signe indirect de l'ALCAPA, anomalie naissance de la coronaire gauche qui naît de l'artère pulmonaire. Et on avait donc diagnostiqué cette anomalie qui avait été réparée dans la foulée chez cette jeune fille qui avait pas vraiment de douleur angineuse à l'effort. Voilà, on a des tests d'effort pour regarder s'il n'existe pas des lésions coronaires après une chirurgie cardiaque, d'une malformation cardiaque, qui implique une chirurgie des artères coronaires. Alors, il y a la première à laquelle on pense, c'est la transposition des gros vaisseaux, qui nécessite, qui est traitée actuellement par un switch artériel avec translocation des coronaires. Et donc, cette translocation des coronaires, on sait qu'elle génère entre 5 et 7% de lésions coronaires, d'autant plus que parfois, il y a des dispositions coronaires qui prédisposent à des lésions post-opératoires. D'autres opérations, comme l'intervention de Ross ou des réimplantations pour des anomalies d'essence de type ALCAPA, donc des coronaires gauches qui naissent de l'artère pulmonaire, impliquent des réimplantations chirurgicales coronaires qui peuvent être dans le suivi responsable être compliquées de sténose coronaire qu'il faut dépister et traiter à nouveau. Je regarde au passage s'il y a des commentaires. Vous n'hésitez pas à utiliser la discussion ou de parler directement. Je dois pouvoir normalement vous entendre. Donc, le switch artériel, on sait qu'il y a des événements coronaires qui surviennent très tôt. Les événements qui surviennent
en grande majorité en post-opératoire immédiat. Heureusement, ce n'est pas fréquent, mais quand ils surviennent, c'est souvent très tôt, juste après la chirurgie, dans la période post-opératoire. Et ensuite, il y a un petit pic à 3 mois de lésions coronaires qui surviennent assez précocement après la chirurgie. Et puis, on voit qu'avec le temps, survient des... Alors, ce que sont ces événements coronaires? Ce sont des événements de type revascularisation coronaire, ischémie, nettement plus rarement mort subite. Il semble qu'après switch artériel, le fait d'avoir une disposition ici antérieure de la coronaire gauche prédispose à l'apparition d'ischémie et possiblement de mort subite. Donc, se poser la question de savoir comment dépister chez ces patients ces lésions coronaires après chirurgie. Alors, bon, il y a des études, mais qui anciennes. J'avais participé, on avait repris une longue série de switch artériels qui montraient qu'en fait, l'électrocardiogramme de base, l'échocardiographie et le test d'effort, donc qui n'était pas réalisé chez tout le monde, puisqu'on faisait ce type de dépistage chez tous les enfants à partir du switch artériel, et parfois la scintigraphie myocardique, finalement, était peu rentable pour dépister ces lésions, ce qui ont incité les centres qui suivaient ces patients à réaliser des coronarographies systématiques à l'âge de 5 ans pour dépister les lésions coronaires, quitte à faire ensuite, après, un test d'ischémie pour savoir ce qu'on devait faire de cette lésion coronaire, est-ce qu'il fallait procéder à une revascularisation de type chirurgie, cathétérisme, pontage, etc. Alors, juste au passage, je réponds à la question de Saline qui demande s'il a, je n'ai pas bien compris le sous-décalage, il faut dépasser 60 millisecondes, c'est ça. Il faut regarder si à 60 millisecondes après le point J, le sous-décalage du ST fait bien plus d'1 millimètre. Voilà. Et il faut rajouter à ça l'analyse de l'horizontalité du segment ST, vérifier qu'il est bien horizontal, voire descendant, mais pas ascendant, pour dire si le test est positif ou pas. La positivité du test d'effort clinique électrique ou juste électrique, vu que les symptômes ne sont pas typiques chez les enfants. Alors, ce qui est important, c'est la positivité électrique. Bien sûr, ça prend plus de valeur lorsqu'il y a aussi une positivité clinique. Et puis, vous avez vu que la positivité clinique peut être intéressante dans les anomalies de trajet. Voilà, peut être intéressante, peut être rentable en termes de diagnostic. Il n'y a rien de très établi là-dessus, hein. On n'a pas beaucoup d'études, mais c'est clair que ce qui compte le plus, c'est la positivité électrique, et puis la plupart du temps, et puis qu'éventuellement, on complète avec la positivité clinique, sauf dans le cadre des anomalies de trajet. Pourquoi il n'y a pas de valeur localisatrice, j'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Voilà, on va continuer. Alors, dans le cas du switch artériel, justement, le test d'effort semble avoir une bonne sensibilité. On est en train de publier là-dessus. On montre que quand même, en tout cas sur une série de 150aine de tests avec une imagerie concomitante des coronaires, on dépiste toutes les lésions coronaires, c'est-à-dire que lorsque le test est négatif, il n'y a pas de lésions coronaires sévères. J'entends bien par sévère, c'est-à-dire plus de 50% de sténose. La spécificité est correcte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de faux positifs, il y en a quand même. Et donc, si c'est positif, ça dépend quoi faire. Est-ce qu'il faut d'emblée aller faire un test d'imagerie coronaire invasive ou au contraire refaire un test d'ischémie? Ça dépend de la probabilité en amont d'avoir une lésion coronaire. Donc, il est important de faire des groupes à risque lorsqu'on voit un patient qui a été opéré d'un switch artériel, c'est-à-dire d'identifier s'il est à risque d'avoir une lésion coronaire ou pas, pour décider que si le test est positif, quoi faire ensuite. Et donc, ces facteurs de risque d'avoir une lésion coronaire, essentiellement, ce sont des problèmes Alors, on a vu que la douleur angineuse, le fait d'avoir une douleur, même si chez l'enfant, ce n'est pas très spécifique, c'est un facteur de risque. Et le fait d'avoir donc des dispositions coronaires très particulières, comme la disposition type C,
Vous avez dû voir dans d'autres cours. Et puis, des trajets intramuraux sont des facteurs de risque d'avoir une lésion coronaire tardive. Et le fait d'avoir après un test positif lorsque les patients n'ont rien de tout ça, eh bien, on a un peu plus de faux positifs, bien sûr, dans ces groupes-là. Et dans ces cas-là, parfois, soit au moins on fait une imagerie non invasive, ou au moins on fait un test d'ischémie complémentaire pour se lancer dans l'exploration des coronaires. Voilà. Quand on parle de plus spécifiquement lorsqu'on explore certaines cardiopathies, il y a la coarctation qu'on explore beaucoup à l'effort. Pourquoi? Parce que le profil tensionnel de ces enfants nous intéresse. On veut savoir s'il y a une réponse hypertensive chez ces patients à l'effort. Pourquoi? Parce qu'elle est sûrement prédictive d'une hypertension artérielle plus tard. Ça permet quand même aussi de dépister un éventuel obstacle résiduel sur la coarctation réparée, qui n'a pas été vu en échographie, ou qui a mal été vu, ou alors sous-estimé. Et ça peut parfois être une indication à faire une imagerie de cette aorte, voire même de faire un cathétérisme cardiaque pour s'assurer qu'il n'y ait pas un gradient tensionnel entre l'aorte susismique et sous-sismique. Voilà, en tous les cas, donc c'est des patients qu'on explore régulièrement. Ça permet aussi de savoir quel type de sport ils peuvent faire. S'il y a une réponse tensionnelle très importante, on va plutôt favoriser des sports à composante statique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la composante statique, c'est-à-dire lorsque l'effort est brutal et n'a pas encore permis une augmentation du débit cardiaque, et généralement, c'est générateur d'une augmentation de pression importante dans les vaisseaux, notamment dans l'aorte. Et donc, dans ces cas-là, on évite ces sports à composante statique, l'archétype étant, par exemple, l'haltérophilie. Ici, pour vous montrer quand même que lorsqu'on suit les patients qui ont été opérés d'une augmentation de l'aorte, il y a un certain nombre de décès qui surviennent qui sont en rapport avec des coronaropathies. Donc, on pense que la coarctation étant le même, peut-être, c'est un peu débattu, hein, mais pourrait être en soi un facteur de risque cardiovasculaire. Il a été démontré qu'on avait des réponses tensionnelles importantes chez les patients qui avaient des anatomies d'arches réparées particulières, notamment ici, vous voyez en illustration ce qu'on appelle un arche gothique, hein, comme les arcs des églises, les portes des églises ou les fenêtres des églises, en opposition aux arcs romans qui sont beaucoup plus harmonieux. Et donc, quand on a cette espèce d'angulation, on a probablement une onde reverse qui vient un petit peu augmenter la pression artérielle. Voilà, donc tout ça permet d'être vu à l'effort et soit d'apprécier un peu mieux l'anatomie, soit un peu mieux la surveillance aussi de la pression artérielle à domicile notamment ou au cabinet pour savoir si ce patient va développer ou pas une hypertension artérielle. Alors, le profil tensionnel d'effort, c'est quelque chose d'un peu compliqué même chez l'adulte. Et donc, il n'y a pas beaucoup de littérature sur quels sont les chiffres normaux en fonction de l'âge des patients. Il y a quelques publications que je vous ai mis ici. Il y a même eu des Polonais qui ont fait j'essaierai de vous la donner, une formule pour calculer la pression maximale normale atteinte par les enfants au cours d'un effort en fonction de leur poids, de leur âge, etc. Voilà. Après que ça, cette réponse tensionnelle à l'effort en soi n'est pas foncièrement pathologique. C'est difficile de définir une pathologie là-dessus. Elle doit attirer, à mon avis, l'attention du praticien sur la surveillance tensionnelle et puis sur la pratique ou pas d'un sport de type compétition ou professionnel. Voilà ici pour vous montrer que des équipes ont montré que peut-être l'hypertension artérielle d'effort était une pré-pathologie de l'hypertension artérielle tout court, avec ici le développement d'une hypertension artérielle plus importante chez les patients qui avaient une réponse tensionnelle à l'effort plus importante au départ. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on dépiste une réponse tensionnelle qui semble importante chez un enfant?
il me semble important, à mon sens, de surveiller, de dépister une hypertension artérielle, tout simplement. Alors, on peut faire ce qu'on appelle une MAPA des 24 heures, mais ça ne se fait pas partout. Il faut des brassards adaptés. Actuellement, je sais que se développe pas mal dans le commerce des brassards adaptés à l'enfant et qu'on peut faire facilement des automesures chez l'enfant. Et c'est à mon avis, maintenant, même les néphrologues qui sont les spécialistes de l'hypertension chez l'enfant recommandent ce type de mesure pour dépister. Il faut bien sûr se demander si cette hypertension artérielle qu'on mesure au bras droit au cours de l'effort n'est pas le témoin d'un obstacle ou qu'on appelle une recoarctation et qui nécessiterait une imagerie, plus ou moins une dilatation. Si on est dans le cadre d'une hypertension artérielle, il faut évidemment traiter cette hypertension artérielle, soit par des IEC, éventuellement des bêta-bloquants. Et puis, on l'a dit, éviter les sports à grosse composante statique. Et puis, si on n'a rien, si on n'a pas d'hypertension artérielle, eh bien, il faut être un peu plus attentif pour dépister cette éventuelle hypertension artérielle dans l'avenir. D'autres indications de CG d'effort, et en fait aussi surtout de mesure de la tension à l'effort, c'est les patients qui ont un rétrécissement aortique ou une myocardiopathie hypertrophique. On sait que la réponse tensionnelle et l'électrocardiogramme, parfois, sont des critères, critères pronostiques de ces pathologies. L'apparition d'une ischémie d'effort et d'une mauvaise augmentation de la tension. En général, c'est plutôt 25% de la tension entre le repos et l'effort, moins de 25% en systole, sont des critères de mauvaise tolérance. Dans les myocardiopathie hypertrophique, il y a une double cause à cette mauvaise augmentation de la pression artérielle. C'est à la fois une mauvaise adaptation des résistances vasculaires systémiques qui baissent trop ou un débit cardiaque qui n'augmente pas assez. Ici, c'est pour vous montrer, alors c'est dans le cadre d'un rétrécissement aortique, là, cette fois-ci. On mesure le débit cardiaque à l'effort. Alors, comment on le mesure? On pourrait le mesurer en échographie, mais ce n'est pas facile. Et, il faut une bonne échogénicité. C'est compliqué l'échographie d'effort, notamment lorsqu'on veut mesurer des gradients ou des pressions. Et donc là, on le fait par impédancemétrie. C'est une vieille technique des années 60 qui a longtemps été décriée parce qu'elle devait s'affranchir de nombreux artefacts de signaux. Donc l'impédancemétrie, je vous dis, on implémente on crée un courant électrique, un micro-courant électrique qui traverse le corps et la manière dont ce signal de courant électrique est transformé et récupéré à la sortie du corps, notamment du thorax ici, eh bien, donne une idée de la composition du thorax et en l'occurrence la composition liquidienne. Et grâce à ça, on arrive à avoir donc un volume éjecté à chaque battement au cours de l'effort. Et donc, c'est depuis maintenant 10-15 ans, les appareils se sont beaucoup améliorés et on a une bonne fiabilité de ces appareils. Ici, on voit un volume d'éjection systolique qui, chez un rétrécissement, c'est un patient qui avait un rétrécissement aortique qu'on hésitait à opérer, et on voit ici que le volume d'éjection systolique se casse à l'effort, avec ici une petite baisse tensionnelle. Et quand le patient a été opéré, on voit que le volume d'éjection systolique augmente normalement à l'effort. À gauche, c'est la fréquence cardiaque, à droite, en jaune, c'est le volume d'éjection systolique. Donc, voilà les causes de mauvaise adaptation tensionnelle, notamment en cas de rétrécissement aortique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant le CG d'effort? Alors, je regarde un petit peu vos questions. Post-chirurgie, notamment c'est systémique, légère d'ischémie ou entendre les symptômes. Je n'ai pas très bien compris la question. On fait systématiquement des tests d'effort après une chirurgie qui intéresse les coronaires. On fait encore maintenant de manière systématique une imagerie. Voilà, au moins une imagerie avant, en général vers l'âge de 5-6 ans, avant d'entrer à l'école. Voilà. Et puis ensuite, on fait plutôt une surveillance avec des tests d'effort. Dans certaines équipes, ils refont une imagerie à l'âge adulte. Voilà. Les choses ne sont pas entièrement gravées dans le marbre, commencent à changer un petit peu. Il faut qu'il y ait des études de fait sur l'évolution de ces patients à long terme.
on va parler de l'épreuve d'effort avec mesure de la consommation d'oxygène. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ce type d'exploration. Alors, la consommation d'oxygène, on consomme de l'oxygène grâce à plusieurs choses, parce qu'on a un système respiratoire qui nous permet de faire passer l'oxygène de l'air dans le sang. Donc, la consommation d'oxygène va dépendre du système respiratoire. Elle va aussi dépendre du système cardio-circulatoire qui va permettre d'amener cet oxygène qui est dans le sang au bon endroit, c'est-à-dire aux muscles en action. Donc, ça va dépendre du cœur, de la bonne qualité des vaisseaux, la manière dont ils vont se dilater et vont distribuer le sang vers les muscles en action. Et puis, la qualité musculaire, c'est-à-dire finalement les capillaires musculaires, la capacité, le nombre de cellules, le nombre de mitochondries par cellule, et donc finalement la capacité que va avoir l'oxygène à diffuser du capillaire sanguin vers la cellule et la mitochondrie. Et puis après, il y a aussi des anomalies mitochondriales qui peuvent intervenir dans la consommation d'oxygène. Vous voyez bien que cette consommation d'oxygène va regarder énormément de choses. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a une altération de la consommation d'oxygène, la consommation maximale d'oxygène possible, eh bien, c'est un fort pouvoir pronostic puisque ça regarde énormément de choses importantes. Voilà, et donc il faut savoir les chiffres. Lorsqu'on est au repos et qu'on ne fait pas d'efforts et qu'on est allongé tranquillement, eh bien, le corps consomme pour pouvoir vivre 3,5 millilitres par kilo par minute d'oxygène. Et puis, petit à petit, en fonction des efforts, eh bien, on consomme un peu plus d'oxygène. Et puis ici, vous avez les 12-15, c'est la consommation maximale d'un patient qui a une insuffisance cardiaque terminale au stade pré-transplantation cardiaque. Et puis après, 30-40 millilitres kilo-minute, c'est la consommation maximale d'oxygène chez un homme de 40 ans qui ne bouge pas beaucoup. Et puis, cette consommation d'oxygène peut monter à des chiffres autour de 70, 80 parfois, millilitres kilo-minute chez les patients qui sont sportifs de type marathonien, cyclistes, Tour de France, etc., qui ont des VO2 absolument faramineuses. Voilà. Alors, donc, la consommation d'oxygène, ça intéresse pas tous les efforts, puisque selon le type d'effort que l'on fournit, eh bien, on va faire jouer des filières de l'énergie dans les cellules qui ne sont pas forcément aérobies. Lorsqu'on fait un effort brutal de type donner un coup de poing au karaté, casser des briques, on utilise une filière anaérobie qui ne va pas générer de lactate d'ailleurs, et voilà, qui va être qui va permettre de libérer énormément d'énergie sur très peu de temps. Et puis, il y a la filière anaérobie qu'on dit lactique, qui va finalement peu intéresser l'oxygène, qui va être anaérobie et qui va durer quelques minutes. C'est un effort de type, par exemple, une descente de piste à ski. Voilà, donc c'est, disons, 2 minutes, 2-3 minutes. Et puis, sur des efforts plus prolongés, lorsqu'on fait une course à pied, lorsqu'on fait une course à vélo ou qu'on nage de manière un peu plus longue, on va mettre en jeu la filière aérobie. Alors, comment on va mesurer cet oxygène? Eh bien, on va installer sur le patient un masque ou même un embu de type comme un tuba pour respirer. Mais l'idéal, c'est un masque parce que comme ça, c'est moins gênant. Le patient peut continuer de parler et d'avaler sa salive. Et puis, on a ce qu'on appelle un pneumotac qui va être lié à des capteurs de débit
et puis un tuyau qui va permettre, qu'on appelle un permapur, qui va qui va analyser les gaz dans une machine. Et donc, au cours d'un test d'effort, on va mesurer le débit ventilatoire par le capteur de débit, et puis la consommation en oxygène, ainsi que le rejet de gaz carbonique. Alors, il faut savoir que on va bien regarder ce qu'on appelle le quotient respiratoire. Alors, qu'est-ce que c'est que le quotient respiratoire? C'est le rejet de gaz carbonique sur la consommation d'oxygène, CO2 sur O2. Pourquoi c'est important? Pas parce qu'il va nous donner un petit peu l'endroit à quel moment de l'effort on se trouve. Il faut savoir que ce quotient respiratoire va dépendre du substrat énergétique utilisé lors de l'effort. Lorsque l'organisme, pour sa dépense aérobie, utilise des glucides, le quotient respiratoire, du fait simplement de la réaction chimique de glycolyse aérobie, eh bien, le bilan, c'est qu'on a un CO2 sur O2 qui est autour de 1. Lorsque, en revanche, le corps utilise des graisses, eh bien, le quotient respiratoire est beaucoup plus bas, à 0,7. Donc, on a une consommation d'oxygène, enfin, la consommation en millilitres est plus importante que le gaz carbonique. Et les protéines, c'est un peu au milieu. Et donc, au repos, eh bien, on utilise essentiellement des graisses, pas de glucides, et donc on a un quotient respiratoire, lorsqu'on est détendu, autour de 0,7, 0,8. Et puis, quand on va commencer à faire son effort, on va rester sur cette utilisation principale des graisses jusqu'à un certain niveau d'effort, où, comme dans une voiture hybride, on va ensuite switcher de substrat énergétique pour passer sur les glucides qui vont devenir prépondérants et avec un quotient respiratoire donc, qui va avoir tendance à approcher 1. Et voici comment ça se passe. Donc, on a ici un test d'effort qui a été réalisé où on a mesuré, alors ici vous voyez en noir, c'est les watts imposés aux patients. Donc, il a fait ce qu'on appelle un effort en rampe où la puissance est imposée watt par watt, donc ça fait comme une droite au cours du temps. Et puis, on monitore sa fréquence cardiaque, ici en rouge. Et puis, en vert, c'est sa ventilation. Et puis, en bleu et en rose, c'est donc en bleu, c'est la consommation d'oxygène. Et ici, en rose, c'est le rejet de gaz carbonique. Et donc, on a au repos, on a un quotient respiratoire ici. Alors, sûrement qu'il était, au départ, il était un peu plus de 1. Lorsque le patient est stressé, il se met à avoir un quotient respiratoire un peu supérieur à 1. Puis, dès qu'il se calme, ça va mieux. Dès qu'il commence à pédaler. Et puis, là, on a un quotient respiratoire à 0,7 environ. Et puis, progressivement, au cours de l'effort, on voit que les gaz carboniques la courbe du gaz carbonique va passer au-dessus de l'oxygène. Et on voit que le quotient respiratoire va s'approcher de 1, voire même dépasser 1. Alors, pourquoi il dépasse 1? Pas parce que cette fois-ci, je vous fais un peu l'explication un peu à l'avance, mais pas parce qu'on change à nouveau de substrat, on s'arrête entre les protéines, les lipides et les glucides et rien d'autre. C'est parce que en fait, le gaz carbonique ici qui va être mesuré au gaz carbonique métabolique lié aux réactions métaboliques va s'ajouter du gaz carbonique qui vient des phénomènes tampons qui se trouvent au niveau des alvéoles capillaires et générer du gaz carbonique en plus à la bouche. Et donc, ici, il y a un mélange, la source de gaz carbonique n'est plus du tout la même, enfin en tout cas est hétérogène. Et pourquoi il y a besoin de phénomènes tampons? Parce qu'au cours de l'effort, va apparaître une acidose métabolique liée essentiellement à la formation de lactate. Alors, voici au repos, le métabolisme oxydatif, utilisation prépondérante des lipides. Donc, sujet ça, on a plutôt un rapport VCO2 sur VO2 à 0,85. Il y a très peu de lactate et le pH est normal. Lorsqu'on
commence l'exercice et que sur la première partie de l'exercice, jusqu'au seuil ventilatoire, eh bien, le travail augmente progressivement, la consommation d'oxygène augmente, le rejet de gaz carbonique, la VCO2, augmente aussi. Et puis, de plus en plus, le gaz carbonique va augmenter du fait du changement de substrat qui devient de plus en plus glucidique. Juste dans cette première partie d'effort, il y a peu de fabrication de lactate et la ventilation, elle, on va voir, augmente, c'est la courbe verte ici, augmente elle aussi progressivement. On dit que c'est l'hyperpnée, elle augmente de manière relativement linéaire en début d'effort. Après le seuil ventilatoire, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on appelle ça un seuil ventilatoire? On en parlera, mais la ventilation, qui est augmentée de manière linéaire, va augmenter aussi de manière linéaire, mais en changeant de pente. On passe à de l'hyperventilation. À ce moment-là, aussi, de manière à peu près concomitante, le gaz carbonique mesuré à la bouche va augmenter. Et je vous l'ai dit, c'est parce que localement, dans les alvéoles, il y a des réactions tampons qui vont permettre de tamponner l'acidité qui commence à arriver, parce qu'il y a une formation de plus importante de lactate et donc une baisse du pH. Alors, vous allez souvent entendre, à la place de seuil ventilatoire, la notion de seuil anaérobie. Pourquoi? Parce qu'on associe la formation de lactate au métabolisme anaérobie. En fait, c'est une fausse idée qui est répétée partout, même dans les DU, plein de DU. Le métabolisme anaérobie représente quasiment rien au cours d'un test d'effort en rampe jusqu'au pic. Les seuls moments où il y a un peu d'énergie anaérobie, c'est au tout début, hein, comme je vous l'ai dit, les premières secondes, la première minute d'effort, et puis éventuellement en toute fin d'effort, lorsqu'on est à VO2 max et que la charge imposée augmente encore plus, là, l'énergie nécessaire pour pouvoir assurer l'effort supplémentaire alors que tous les systèmes qui permettent de consommer de l'oxygène sont saturés, eh bien, effectivement, là, on va développer de l'énergie anaérobie pour faire le surplus, qu'on ne peut pas d'ailleurs faire très longtemps. C'est pour ça que ces fameux plateaux de consommation d'oxygène sont rarement atteints, voire rarement tenus. Et donc, pourquoi on parle d'anaérobie? Parce qu'effectivement, au cours d'un effort, on va avoir assez brutalement l'apparition de lactates dans le sang qui vont en fait être le témoin d'une stimulation par le début de la filière anaérobie, de la stimulation de la mitochondrie. Et en fait, les substrats dont le lactate vont donner d'autres substrats qui vont repartir dans le cycle de Krebs et refaire du métabolisme aérobie. Donc finalement, la partie d'énergie anaérobie, c'est peanuts dans une mesure de la consommation d'oxygène jusqu'à la VO2 max. On a juste une production de lactate qui est le témoin qu'à un moment donné, la mitochondrie a besoin de cette stimulation par le lactate pour pouvoir continuer à utiliser l'oxygène et le substrat. Et plus cette stimulation par le lactate est précoce, moins, théoriquement, il y a plus le patient est déconditionné, c'est-à-dire plus les mitochondries moins elles sont nombreuses, moins elles sont entraînées, les vitesses enzymatiques sont plus basses. Donc, on voit généralement précocement apparaître cette diminution du pH, cette augmentation des lactates, lorsque on a un patient déconditionné qui est peu habitué à faire du sport. Voilà, donc il faut savoir qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont apparaître, de changements au cours de l'épreuve d'effort qui vont permettre de définir ce qu'on appelle le seuil ventilatoire, mais aussi, de manière concomitante, vont arriver plein d'autres choses. Et souvent, on fait la confusion entre tous ces phénomènes qui arrivent quasiment concomitamment en leur attribuant des causes et des effets liés. En fait, souvent, c'est très multifactoriel.
on ne sait pas encore très bien ce qui se passe, notamment par exemple la cassure de courbe de la ventilation a longtemps été attribuée au fait que le pH diminuait et que effectivement le fait d'hyperventiler permet de mieux tamponner le pH. Mais il se trouve qu'il y a des anomalies où il n'y a pas de baisse du pH, notamment l'anomalie métabolique de Mark-Hardel, eh bien, où il n'y a pas formation de lactate, eh bien, il y a quand même cet aspect d'hyperventilation. Et donc, ce phénomène d'hyperventilation est probablement généré par les muscles à un certain moment, par des afférences nerveuses qui repassent par la moelle épinière et qui vont au cerveau et qui commandent cette hyperventilation. Donc, vous voyez que les choses sont très compliquées. On utilise beaucoup de critères pour définir ce seuil, mais c'est souvent des critères qui sont un peu de manière circonstancielle, simultanée. Et d'ailleurs, chez certains patients, ils sont décalés dans le temps, et d'où la difficulté de mesurer ce seuil. Donc, parlons de seuil ventilatoire au moment où la ventilation casse sa courbe. On peut parler aussi de seuil lactique au moment où le lactate augmente. Les choses ne sont pas forcément concomitantes. Et voilà. Alors, cela dit, on mesure rarement les lactates au cours d'un test d'effort, parce qu'il faudrait faire une prise de sang. On se fie surtout au phénomène ventilatoire, notamment donc, la cassure de courbe de la ventilation. Alors, je vous montrerai après comment on fait. Donc voilà un petit résumé de ce que je vous ai raconté. Ici, c'est pour vous montrer que la baisse du pH est certes liée au lactate, mais pas que. Elle est liée aussi tout simplement à la quantité d'ATP hydrolysé en ADP qui crée des ions H+. Et ici, pour vous montrer les réactions tampons par l'anhydrase carbonique qui vous produit du gaz carbonique non métabolique à l'alvéole. Et c'est ce CO2 non métabolique qui va faire que le quotient respiratoire dépasse 1 au cours du test d'effort pour devenir à 1,1, 1,2. Et la hauteur de ce quotient respiratoire est un critère de maximalité d'effort. Ça veut dire qu'il va être un peu proportionnel à la baisse du pH, sûrement à la quantité de lactate produit malgré tout, et donc à la maximalité de l'effort. Ici, pour vous montrer qu'au cours d'un effort en rampe, les adaptations cardiovasculaires sont particulières dans le sens où la fréquence cardiaque, elle, va augmenter de manière assez linéaire, mais le débit cardiaque en lui-même va avoir une inflexion à peu près à 50% de l'effort. Alors ça, souvent, ça correspond d'ailleurs au seuil, hein, encore un phénomène probablement un peu concomitant, mais pas forcément causal. Et vous voyez que cette inflexion est liée au fait que le volume d'éjection systolique, en général, donc le volume éjecté par le cœur à chaque battement, augmente jusqu'à 50%, et puis en général, arrive à un plateau. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisque moi j'ai l'habitude de le mesurer, et on voit que chez les patients, il a tendance à monter jusqu'en haut. Et donc ce schéma est vrai, disons, dans 70-80% des cas. On va le voir plus tard, mais la consommation d'oxygène à l'étage circulatoire peut être traduite par une équation qu'on appelle l'équation de Fick, à laquelle vous devriez être un peu familier maintenant, qui est VO2 égale fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le débit cardiaque, qui multiplie la différence artério-veineuse, ici en l'occurrence systémique, c'est-à-dire la saturation qu'il y a dans l'artère, moins la saturation qu'il y a dans la veine cave inférieure, par exemple, lorsque le patient pédale. Cette équation de Fick, elle est applicable au cours de l'effort, étonnamment, à condition que l'effort soit en rampe, et donc augmente de manière très progressive, de manière à ce que l'équilibre puisse se faire. Cette différence artério-veineuse, ici, de manière inappropriée, a souvent été attribuée à la partie périphérique du cœur, de la consommation d'oxygène. On voit que la consommation d'oxygène ici dépend donc du débit cardiaque et de la différence artério-veineuse. On appelle ça l'extraction d'oxygène, mais l'extraction d'oxygène, elle dépend certes de la qualité du muscle et des mitochondries, mais elle dépend aussi du débit cardiaque. Donc cette différence artério-veineuse, elle est compliquée à interpréter. Elle doit s'interpréter aussi en fonction du débit cardiaque. Si le débit cardiaque est faible, on va avoir
de manière automatique et quelle que soit la qualité musculaire, une augmentation de la différence artério-veineuse. Comme on peut le voir en réanimation, lorsqu'on a un patient en choc, soit un choc cardiogénique ou n'importe quoi, lorsqu'il y a un défaut circulatoire, une baisse du débit, eh bien, il y a une augmentation de la différence artério-veineuse à tel point qu'on monitore parfois le débit cardiaque uniquement par la LVO2, c'est-à-dire la saturation veineuse en oxygène. Et donc, au cours d'un effort, la différence artério-veineuse, en général, elle est de 5 ml pour 100 ml de plasma. Ici, les unités sont différentes, mais part de 5. Et au pic de l'effort, elle va monter jusqu'à 15, ici au pic de l'effort. Et donc, si le débit cardiaque est normal, on va voir ce que c'est qu'un débit cardiaque normal, eh bien, normalement, on doit avoir une différence artério-veineuse à 15. Et si elle est moindre, eh bien, probablement que c'est à cause du muscle périphérique. Mais si le débit cardiaque est anormal, on va avoir des différences artério-veineuses beaucoup plus importantes, si le muscle est normal, de l'ordre de 17, 18, voire même donc des différences artério-veineuses que l'on peut observer chez les patients qui sont des athlètes de type marathonien, mais ça ne se verra pas pour les mêmes VO2. Comment évolue le volume d'éjection systolique à l'effort? Donc, je vous ai dit qu'il avait une inflexion à peu près à la moitié de l'effort. Il est probable que qu'est-ce qui fait que le volume d'éjection systolique augmente à l'effort? En grande partie par le phénomène de Starling, parce que le retour veineux, l'augmentation du retour veineux au cours de la première partie de l'effort est importante, et lorsqu'on a un cœur bien élastique, la conséquence est une augmentation du volume d'éjection systolique. Et puis ensuite, il va y avoir une compétition puisque la fréquence cardiaque continue d'augmenter et donc le remplissage va diminuer. Et donc, il pourrait y avoir une diminution de ce remplissage et donc de Starling qui se fait moins bien et donc une baisse du volume d'éjection systolique. Et dans ces cas-là, c'est le Starling combiné à l'inotropisme qui doit participer au maintien d'un volume d'éjection systolique suffisant lors de la deuxième partie de l'effort. Ces deux mécanismes sont intéressants puisqu'ils participent à la contractilité intrinsèque du cœur et font intervenir les cycles du calcium et sont tous les deux affectés dans l'insuffisance cardiaque. Ici, pour vous montrer, lorsqu'on met ici en abscisse la différence artério-veineuse et en ordonnée le débit cardiaque, on a ici des courbes qui sont les différents niveaux de VO2 atteints par le patient. Et pour un même niveau de VO2, lorsqu'on est sédentaire, eh bien, on va faire beaucoup plus de débit cardiaque qu'un athlète. Et par contre, on va beaucoup moins mobiliser de différences artério-veineuses. Voilà, donc pour le même niveau de VO2, un sédentaire va faire intervenir beaucoup plus le cœur. Ça n'empêche pas que l'athlète, s'il mobilise son débit cardiaque, va pouvoir le mobiliser plus qu'un sédentaire, mais ça va lui permettre, grâce à sa différence artério-veineuse importante et sa bonne qualité musculaire surtout, de pouvoir faire une VO2 très importante. C'est-à-dire qu'il va maintenir une différence artério-veineuse très importante malgré un débit cardiaque très important grâce à une très bonne condition musculaire périphérique. Voilà, donc ça vous montre un petit peu comment marche à la fois le débit cardiaque, la VO2, la différence artério-veineuse. Et donc effectivement, le transport de l'oxygène au cours d'un effort, mais même au repos, peut être traduit par différentes équations. On a déjà vu au niveau, ce qu'on appelle la convection cardiaque, c'est au niveau circulatoire, l'équation de Fick ici, mais on a d'autres équations qui traduisent ce qui se passe au niveau ventilatoire, au niveau de la diffusion ventilatoire, avec à chaque fois des grandeurs importantes. Au niveau circulatoire, c'est le débit cardiaque. Au niveau, par exemple, musculaire, ici, c'est la diffusion de l'oxygène du capillaire vers la mitochondrie. Et puis, ça nous intéresse moins, mais ça peut intéresser les patients qui ont des maladies métaboliques, la capacité ou la qualité des enzymes mitochondriales. Lorsqu'on a globalement un patient qui n'a pas de maladie métabolique, on va dire, ni de maladie respiratoire, eh bien, les facteurs principaux qui influencent la VO2 max
On a vu la performance cardiaque, mais ça peut être aussi la fonction pulmonaire, la capacité à ventiler et aussi la capacité que l'oxygène a diffusé dans les alvéoles. On a vu l'utilisation périphérique de l'oxygène, mais il ne faut pas négliger aussi le transporteur de l'oxygène, qui est l'hémoglobine, qui peut être diminué ou en nombre et qui peut être aussi complètement pollué par un shunt droit-gauche avec une saturation diminuée. Plus spécifiquement en cas de cardiopathie congénitale, les limitations donc, peuvent être. Pourquoi il y aurait des dysfonctions pulmonaires? Eh bien, parce que les patients ont été multi-opérés. Il peut y avoir des vraies malformations du thorax, notamment des anomalies de pectus excavatum, des anomalies de scoliose qui créent des maladies squelettiques qui créent des difficultés pour bien respirer. Le déconditionnement est important. Et puis, il y a d'autres facteurs, notamment psychologiques, des retards mentaux, le fait de faire une faible activité physique, la surprotection, des troubles psychologiques qui participent à une mauvaise aptitude physique aérobie. Lorsqu'on fait un test d'effort, on va voir quelques exemples pratiques. La difficulté, c'est de pouvoir de savoir si on est en face d'un patient qui a fait un effort maximal. Et on a pas beaucoup, enfin, on a quelques outils, mais parfois on peut se tromper et parfois on se pose vraiment la question. Le critère, on va dire, le plus subjectif, mais qui existe toujours, c'est le critère clinique. C'est en fait, c'est un critère qu'on acquiert avec l'habitude. C'est en fait la tête du patient à la fin de l'effort. C'est de savoir s'il est au bout de sa vie ou pas. Alors, on peut lui faire mesurer son niveau de bout de sa vie sur une échelle entre 0 et 10. Et généralement, c'est ce qu'on appelle le Borg. Alors, il y a entre 0 et 20, mais nous, on fait entre 0 et 10. Et quand elle est supérieure à 7, voire plutôt 8, on pense qu'on est dans les critères de maximalité des formes. C'est un critère très subjectif. Classiquement, on utilise la fréquence cardiaque, puisqu'elle augmente linéairement avec le degré d'effort, et on va la comparer à la fréquence maximale théorique, qui est de 120 moins l'âge. Sauf que chez nos patients opérés, parfois qui ont des traitements, eh bien, cette fréquence maximale, alors que l'effort a été réellement maximal, ne va pas augmenter de manière importante et va parfois être en dessous de 85%. Et là, on va parler éventuellement d'insuffisance chronotrope. Un critère important, ça va être la réserve ventilatoire qui va atteindre 35%. Alors, qu'est-ce que c'est que la réserve ventilatoire? Un petit mot, c'est avant de faire pédaler un patient, il est normalement utile, et c'est même un devoir, de mesurer son VEMS de manière à avoir sa ventilation maximale théorique qui dépend de son VEMS. C'est entre 35 et 40 fois le VEMS. Et puis, à partir de cette ventilation maximale théorique pour le patient, eh bien, on va déduire sa ventilation au cours de l'effort. Et donc, à la fin, on part de 100% de sa ventilation et on va atteindre, avec cette réserve ventilatoire, on va finalement diminuer pour atteindre, en général, entre 25 et 35% à l'effort maximal. Les athlètes arrivent à épuiser cette réserve ventilatoire, pas loin de 0,10%. Et lorsqu'il y a une limitation ventilatoire, en général, il y a un épuisement de cette réserve ventilatoire, comme on peut voir chez les patients qui ont notamment une insuffisance respiratoire restrictive, chez les patients pneumologiques ou parfois cardiologiques. Comme on l'a vu aussi, le quotient respiratoire est important, puisqu'il est le témoin finalement de l'acidité et de l'augmentation indirecte et de manière indirecte de l'augmentation des lactates. Et en général, lorsque le quotient respiratoire est supérieur à 1,1 voire 1,2, on n'est pas loin d'un effort maximal. Le critère majeur, c'est le plateau de VO2, qui n'est pas toujours facile à voir. Parfois, on a l'impression de voir que la VO2 stagne, et puis le patient continue de faire son effort et on voit finalement que ça monte. Donc, le plateau de VO2, il faut qu'il soit tenu environ 2-3 minutes si possible, ce qui est très dur, ce qui est rarement atteint, mais on l'a de temps en temps. Et c'est le critère majeur, c'est-à-dire que c'est la preuve que tous les systèmes qui participent à la consommation d'oxygène sont saturés. Et puis, si on pouvait mesurer le pH et les lactates que je n'ai pas mis, on pourrait éventuellement aussi avoir des critères de maximalité. Et donc, finalement, la maximalité de l'épreuve est quelque chose dont il faut prendre le temps de bien évaluer,
parce que c'est ça qui va nous permettre de faire une bonne interprétation de l'épreuve d'effort, mais qui regroupe un faisceau d'arguments, parfois pas complètement objectifs. Voilà, juste... voilà, tout le monde est là encore. Alors, on avance un petit peu. Donc, ce qui est assez facile, enfin, ce qui est assez facile. Le but, lorsqu'on mesure une consommation d'oxygène, c'est d'abord savoir si elle est normale ou pas. Et ça, on va se fier à une valeur théorique de mesure de consommation maximale d'oxygène. Et ça, pour ça, il y a des tables qui sont assez faites sur des dizaines de milliers d'enfants, en fonction de l'âge, du poids et d'adultes, bien sûr. Et donc, on va comparer cette mesure, la consommation d'oxygène mesurée à une consommation d'oxygène théorique. Et si elle est basse, eh bien, il va falloir s'acharner à savoir pourquoi elle est basse. Il ne faut pas faire, parce que c'est un patient qui a une pathologie cardiaque, penser que c'est parce que c'est son cœur qui va mal. Il va falloir savoir s'il n'y a pas autre chose. Alors, il va falloir éventuellement éliminer une anémie. Alors, comment on élimine une anémie? C'est compliqué. Donc, le mieux, c'est la mesurer l'hémoglobine. Et c'est ce que je fais moi de manière assez systématique. Je fais un MOQ avant le test d'effort de manière à être certain que je ne veux pas être pollué par une hémoglobine basse. On va éliminer un shunt droit-gauche qui va se voir essentiellement par une mesure de la saturation périphérique. Donc, tous mes patients ont une mesure de la saturation périphérique. Lorsqu'on a un shunt droit-gauche, il va y avoir aussi une augmentation de la ventilation inappropriée avec des équivalents respiratoires. Alors, c'est quoi les équivalents respiratoires? C'est les rapports VE sur VO2. VE, c'est le débit ventilatoire sur VO2 et VE sur VCO2. Donc, on va avoir une augmentation très importante qui va, normalement, les équivalents sont autour de 25-30, qui peuvent monter jusqu'à 50, 60, 70. Et puis aussi, on va avoir une diminution du gaz carbonique en fin d'expiration dans les alvéoles. On va éliminer une limitation ventilatoire de la même manière que je vous ai expliqué, c'est-à-dire en estimant la réserve ventilatoire, d'où l'importance, lorsqu'on suspecte éventuellement une limitation ventilatoire, de mesurer le VEMS avant le test d'effort. Et puis, classiquement, on pense qu'il y a un déconditionnement musculaire périphérique. C'est difficile lorsque le seuil ventilatoire est à moins de 55% de la VO2 max théorique. Mais en fait, ce critère de déconditionnement musculaire périphérique sont des critères peu spécifiques et donc finalement difficiles en pratique, à mon sens, à utiliser. Ici, un tableau dans une publication qui reprenait les différents critères que l'on peut utiliser pour suspecter une altération cardiaque lors d'une VO2, d'un test de VO2 max. Donc, notamment l'augmentation de la pente VE sur VCO2, la baisse du POUD2. On va voir ce que c'est que la baisse du POUD2. Le POUD2, c'est la VO2 divisée par la fréquence cardiaque. Et si on s'en réfère à l'équation de Fick, il ne reste plus que le volume d'éjection systolique et la différence artério-veineuse. Et on a longtemps dit à tort, à mon avis, parce que bon, je ne suis pas le seul, mais ce n'est pas des choses qui sont extrêmement posées et consensuelles, que le POUD2 était difficile d'en faire le reflet du volume d'éjection systolique parce que justement, il y a la différence artério-veineuse qui vient polluer la valeur et qui fait en sorte que c'est difficile d'interprétation en général. Voilà, d'autres critères ici que je peux ici développer de performance cardiaque limitée lors d'une VO2 max diminuée. Donc la pente VO sur VCO2, on l'a dit, mais qui est en fait multifactorielle et donc qui n'est pas toujours très spécifique d'une atteinte cardiaque. Le POUD2, qui est le volume d'éjection systolique multiplié à la différence artério-veineuse, on fait le postulat que le POUD2, c'est le volume d'éjection systolique. En fait, c'est faux, c'est le produit du VES par les donc d'autres critères, la pente VO2 sur les watts qui doivent être diminuées, qui sont le témoin d'un métabolisme anaérobie prédominant. Donc,
probablement une baisse d'apport de l'oxygène par un bas débit cardiaque. Donc, vous voyez, il y a plein de critères. L'insuffisance chronotrope, on voit effectivement l'insuffisance cardiaque, mais qui peuvent être vus après chirurgie cardiaque ou après un traitement. Donc, vous voyez que plein de critères qui essayent de suspecter une cause cardiaque à une baisse de la consommation d'oxygène, mais qui ne sont pas si systématiques que ça et qui sont à l'étage individuel, parfois difficiles à interpréter. Juste pour revenir sur le débit cardiaque, qui doit augmenter normalement 3 à 6 fois au cours de l'effort, qui doit se répartir de manière efficace vers les muscles en action et qui dépend de la chute des résistances vasculaires systémiques, notamment, pour pouvoir augmenter suffisamment. Et il faut savoir qu'il y a des adaptations compensatrices sur le débit cardiaque. Dans le cas d'insuffisance cardiaque, donc on a dit qu'il peut y avoir un bas débit cardiaque d'effort et qu'il pouvait y avoir aussi, de manière automatique, une différence artério-veineuse qui va être augmentée et qui vient compenser ce bas débit cardiaque. Voilà. Et en cas d'insuffisance chronotrope, c'est-à-dire que lorsque la fréquence cardiaque a du mal à augmenter, en général, il y a une augmentation du volume d'éjection systolique qui fait que le débit cardiaque n'est pas altéré. Donc l'insuffisance chronotrope seule, souvent, n'altère pas lorsqu'elle reste dans certaines, qu'elle n'est pas trop importante, n'entraîne pas d'anomalie du débit cardiaque. Voilà, donc pour vous montrer que l'interprétation de la VO2 max est compliquée. Alors, dans quel cas on fait un test de mesure de consommation d'oxygène? Et donc, dans plusieurs cas. D'abord, parce que ça permet de mesurer de manière objective des symptômes d'intolérance à l'effort. Lorsque le patient dit qu'il a du mal à faire des efforts, eh bien, on va mesurer ce qu'il est capable de faire avec un protocole bien stéréotypé. Ça peut être un outil diagnostique, on l'a vu, pour essayer de voir une anémie, de voir un problème respiratoire, d'essayer de dépister un problème de déconditionnement. Et on va voir, on a déjà vu un petit peu comment c'est compliqué. C'est un fort outil pronostic, et ça, pour le coup, c'est très efficace. Ça permet de voir un peu ce qui se passe avant d'envisager une grossesse chez une patiente qui a une cardiopathie, parce qu'on va mimer une augmentation du débit cardiaque et on peut voir comment se passe la tension, comment se passe la tolérance, comment éventuellement l'électrocardiogramme ou la pression artérielle évolue en fonction du débit cardiaque et tolère l'augmentation du débit cardiaque. Et on va voir dans quel cas c'est indiqué dans des décisions thérapeutiques, notamment de traitement de lésions résiduelles après chirurgie cardiaque. Enfin, c'est un outil sur lequel on se base pour établir des programmes d'entraînement en cas de réhabilitation cardiaque. Alors, lorsqu'on veut évaluer un symptôme d'un patient, eh bien, on peut lui poser la question de ce qu'il est capable de faire, etc., ou lui mesurer sa consommation d'oxygène. Donc ici, vous avez la consommation d'oxygène et vous avez les valeurs moyennes en fonction des différentes cardiopathies que l'on peut trouver ici chez l'adulte. Vous pouvez avoir ici un groupe contrôle, ici, et puis vous avez une CIV résiduelle, vous pouvez avoir une coarctation opérée, vous pouvez avoir une maladie d'Epstein, vous pouvez avoir une intervention de Fontan, et on voit que, grosso modo, les consommations d'oxygène mesurées par groupe de patients peuvent être différentes selon ces groupes. Et ici, vous avez les corrélations des NYHA, ou l'interrogatoire du patient avec cette consommation d'oxygène. Et vous voyez que les corrélations sont très faibles, de l'ordre, elles sont rarement au-dessus de 0,5, 0,6. Et donc, il est compliqué de se fier aux symptômes et à la description du patient pour comprendre ce qu'il est capable de faire sur le plan aérobie. Et donc, cette discordance incite à mesurer de manière objective son aptitude physique à aérobie plutôt que de se fier à ses symptômes. Sur le plan diagnostique, donc on a vu, on peut, grâce à la saturation et puis d'autres petits paramètres, dépister des shunts droite-gauche à l'effort. Notamment, c'est des shunts droite-gauche qui se font en général par des foramen ovales ou des CIA laissés en place qui peuvent participer à une mauvaise tolérance d'effort. On peut
on peut faire des diagnostics d'hyperventilation avec une augmentation de la ventilation. Bon, voilà essentiellement. Et le point le plus important, c'est la valeur pronostique de la cardiopathie qui est directement en rapport avec le pic de VO2, ce qu'on appelle la réserve de fréquence cardiaque, c'est-à-dire que moins la fréquence cardiaque monte, plus le pronostic est diminué. Et la saturation de repos et puis la baisse de saturation à l'effort sont les points en multivarié qui sortaient énormément pour évaluer le pronostic d'un patient qui a été opéré d'une cardiopathie congénitale. Et c'est comme ça que, ici, c'est des courbes en fonction de la VO2 max. Là, c'est des courbes en fonction de la pente VE sur VCO2, qui est aussi un fort facteur pronostique. Et en fait, ici, c'est une étude qui montrait la combinaison de la réserve cardiaque et du pourcentage de VO2 atteint par rapport à la théorique, qui montrait que ce soit chez les patients cyanosés et non cyanosés, ces critères, la combinaison de ces critères permettait d'affiner énormément le pronostic de ces patients, d'évaluer le pronostic de ces patients. Je réponds juste à une question. Alors, c'est la limite de 71. Ici, je reviens. C'est lorsque il y avait une différence de 71 battements par minute par rapport à la fréquence cardiaque maximale théorique qui devait être atteinte. Donc, c'est une forte insuffisance chronotrope. D'accord, merci. Ici, ce sont des tableaux qui sont assez fréquents maintenant et qui sont publiés de manière assez fréquente, qui vous montrent qu'on a essayé de savoir si, en fonction du type de cardiopathie qu'on avait, eh ben, on avait effectivement une aptitude physique aérobie plus ou moins marquée, une limitation de l'aptitude physique aérobie plus ou moins marquée. Et effectivement, plus la cardiopathie est complexe et plus elle comporte de lésions résiduelles, plus la VO2 max est diminuée. Alors, on parle de complexité, mais on voyait que le switch artériel, la transposition des gros vaisseaux traités par switch artériel, où il y a finalement rarement des lésions résiduelles, bon, bah, les patients gardent en moyenne des VO2 qui sont plutôt bonnes. Et puis, de la même manière pour les patients qui ont été opérés d'une coarctation ou d'une CIA ou d'une CIV. Et puis, ça baisse un peu plus pour les patients qui ont été opérés d'une tétralogie de Fallot. Et puis aussi pour les patients qui ont eu une opération de switch atrial, de type CELIN, transposition des gros vaisseaux. Et quand on descend encore, de la même manière, un ventricule droit systémique comme pour le Senning, ou une maladie de Bechstein qui, en général, ont des VO2 max très altérés, l'intervention de Fontan, et jusqu'à syndrome d'Eisenmenger qui combine l'hypertension artérielle pulmonaire, des lésions résiduelles, des shunts qui continuent, des cyanoses importantes, etc. Donc tout ça montre qu'effectivement, bien sûr, plus la cardiopathie est importante, avec des lésions résiduelles importantes, plus c'est difficile. Et on peut penser qu'il y a plusieurs phénomènes, essentiellement un phénomène cardiaque, mais il peut y avoir aussi des phénomènes respiratoires, des phénomènes liés au shunt droit-gauche, à des cyanoses persistantes, etc. Voilà, à quoi ça sert ce type de valeur? Bon, on peut dire, un patient qui a une tétralogie de Fallot, s'il se trouve à cet endroit-là, s'il a fait que 71% de la théorique en VO2 max, et finalement, c'est pas si mal, quoi. Il est dans la norme. Et en fait, je trouve que c'est un peu dangereux parce que finalement, un Fallot bien réparé, qui ne doit pas avoir de lésions résiduelles, il peut être à 100%. Donc, ça endort un peu le praticien qui se dit, bon, c'est normal. En fait, non, il faut s'acharner à savoir pourquoi il n'a pas 100%. Et parfois, c'est important de comprendre si c'est parce que sa fuite pulmonaire, elle commence à parler, parce qu'il a peut-être un obstacle, parce que son VG n'est peut-être pas si bien que ça, peut-être qu'on est passé à côté d'une fuite, etc., etc. Et donc, il faut arrêter de trop se laisser endormir par ces valeurs naturelles, même si effectivement, globalement, c'est rare que vous ayez avoir un patient qui a un Fontan qui va approcher les 80-90% de la théorique en VO2 max. Ici, c'est pour vous montrer, en fonction aussi du pic de VO2,
atteint, ce que représente en termes d'activité ou de sport journalier, ce que sont capables de faire les patients en fonction de leur pic de VO2. En termes d'activité à la maison, d'occupation, de sport ou de moyens de locomotion. Certaines études ont montré donc que la mesure de la NYHA, mais aussi donc de la VO2 max, pouvait permettre, alors la classe NYHA, mais était prédictive d'événements maternels ou fétals au cours des grossesses des patientes qui avaient une cardiopathie. D'où l'intérêt dans les recommandations de mesurer objectivement les symptômes. Et il y a même eu des seuils qui ont été mis en place avec des risques maternels plus importants lorsque la VO2 était moins de 22%, lorsqu'il y avait une fréquence cardiaque maximale un peu diminuée, le risque d'événements néonatal plus important à moins de 26%, etc., etc. En termes de décision thérapeutique, la VO2 est souvent sollicitée parce que finalement, dans la plupart des recommandations, on va avoir tendance à vouloir traiter une lésion résiduelle lorsque le patient est symptomatique. Et on va, de manière a priori, dire que ces symptômes sont d'origine cardiaque. Pourquoi? Bah oui, parce que au cours de l'effort, la consommation d'oxygène permet une détection précoce de la fonction ventriculaire, notamment lorsqu'il est difficile à mesurer au repos, lorsqu'il y a des fuites, on va avoir des dilatations ventriculaires, donc des difficultés à apprécier une fraction d'éjection normale ou anormale. Vous savez que c'est compliqué. Les index de contractilité qui sont la plupart du temps charge dépendants. Il est difficile de mesurer la fonction diastolique ventriculaire, gauche, oui, et encore plus droite. Et donc, ces altérations qui sont difficiles à mesurer au repos peuvent effectivement plus parler à l'effort et altérer la consommation d'oxygène ou être responsable de symptômes. D'ailleurs, dans les recommandations, donc, on parle beaucoup, quelles que soient les cardiopathies de type fuite valvulaire pulmonaire, Epstein, on parle de la recommandation de faire de valver par exemple un patient s'il a une baisse de sa VO2 max et qui a priori est attribuable. Alors c'est ça, c'est tout le problème, à sa fuite pulmonaire. Mais vous voyez que ça peut, c'est un or RV dilation, ça veut dire qu'on peut vraiment penser qu'on peut valver si la VO2 est diminuée, alors qu'on n'a pas forcément de modification des volumes ou de la fonction d'éjection, ou de la fraction d'éjection. C'est vrai pour le fond de temps, c'est vrai pour les conduits VDAP, etc., et pour les sténoses et compagnie. Donc, vous voyez que le test d'effort a sa place dans la recommandation pour traiter un certain nombre de lésions résiduelles. Et donc, toute la difficulté, finalement, à laquelle on est confronté malgré tout, c'est qu'on sait intimement que la baisse d'une VO2 max n'est pas forcément la traduction d'une anomalie cardiaque, puisqu'on savait que selon l'équation de Fick, et puis même, on pourrait parler ventilatoire, et puis l'hémoglobine, etc., eh bien, cette baisse de la consommation d'oxygène peut être multifactorielle et pas forcément cardiaque, même si on a un patient qui a une vraie lésion résiduelle. جارديني قال لك هذيك المحبق هذيك جوج غرسات ما يجيوش يجيو مزاحمين وحده اللي تجي مزيان انا صورتك تصويره. Alors là, je ne comprends pas. Une sorte de parasite, non? Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, j'ai entendu quelque chose. Alors, attendez. Si vous voulez parler, peut-être le mieux, c'est d'envoyer un message. Alors, attendez, je remets ça en plein écran. Et donc, on montre que, en fait, la performance cardiaque chez ces patients n'est pas forcément corrélée aux indices
habituelles d'anomalies de la performance cardiaque, comme le pouls de 2 ou la pente VE sur VCO2. Les corrélations existent, mais sont extrêmement faibles et donc compliquées à utiliser à l'échelle individuelle. Donc, je vous rappelle que pour, par exemple, une tétralogie de Fallot opérée et qui atteint l'âge adulte, un patient va avoir un ventricule droit dilaté en raison d'une fuite pulmonaire qui existe quasiment tout le temps et qui va, à terme, entraîner une dysfonction ventriculaire droite, des troubles du rythme ventriculaire et puis des choses qui sont des lésions qui peuvent devenir irréversibles. Actuellement, on pose les indications, donc on l'a vu, sur la taille du cœur droit en l'occurrence, en systole, en diastole surtout, mais aussi en systole, et sur la fraction d'éjection du ventricule droit, qui sont des critères qui sont pas qui sont loin d'être charge indépendants et donc qui sont compliqués à interpréter en termes de contractilité propre. On a montré que chez des patients qui avaient été opérés d'une tétralogie de Fallot, alors si on se sert de la VO2, eh bien, on a du mal à attribuer la VO2 à la valeur du débit cardiaque. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une lésion résiduelle, ici c'est les patients jeunes, ici de moins de 20 ans, vous voyez que le VO2 est un pâle reflet du débit cardiaque à l'effort. Ça l'est un peu plus lorsqu'on est âgé, ou sûrement qu'il y a moins de disparité en termes de déterminants périphériques, musculaires périphériques, et que peut-être les débits cardiaques sont un peu plus altérés, ce qui fait que on arrive à une meilleure corrélation, 0,6. Mais même à 0,6, vous voyez qu'avec une VO2 à 30, on peut avoir tous les débits cardiaques possibles. À 40 aussi, et à 10 aussi. Donc, vous voyez que c'est très peu spécifique. Ça a beau être corrélé, heureusement c'est corrélé, eh bien, il y a très peu, on peut en pratique très peu s'en servir pour interpréter une baisse du VO2 max comme une baisse du débit cardiaque d'effort. Et puis, par ailleurs, on a montré qu'il n'y avait pas de corrélation entre les volumes ventriculaires droits et le débit cardiaque maximal au pic, ce qui fait que probablement que ces critères ventriculaires et de fraction d'éjection, même s'ils traduisent au moins en partie une sorte de fonction ventriculaire, ne sont pas traduits par le débit cardiaque d'effort, et que probablement que le débit cardiaque d'effort, qui lui aussi dépend de la contractilité intrinsèque, eh bien, amène une autre information qui est probablement complémentaire et dont il faut se servir. Et donc, d'où l'intérêt de mesurer directement le débit cardiaque. Ici, pour vous montrer l'intérêt que peut avoir la mesure directe du débit cardiaque par rapport à la VO2 max, c'est une étude de Myers en 2013 qui montrait sur une population de patients qui ont une insuffisance cardiaque chronique, les facteurs, même en termes de facteurs pronostiques, où la VO2, la pente VE sur VCO2 était mis comme critère pronostic. Les patients étaient classés en fonction de ces critères-là en termes de pronostic. Et on améliorait le pronostic observé par la mesure du débit cardiaque qui, de manière indépendante de la VO2, pourtant il apparaît directement dans l'équation, de manière indépendante, permettait d'affiner le score de risque et d'approcher de la réalité grâce à la mesure de ce débit cardiaque. Voilà, ici pour vous montrer que finalement, le débit cardiaque est peu prédit par les facteurs, les paramètres qu'on utilise classiquement au cours d'un test d'effort de mesure de consommation d'oxygène. Voilà, ici pour vous montrer que quand on mesure le débit cardiaque, notamment chez les patients qui ont une dérivation cavo-pulmonaire totale, on voit que ces patients ont une VO2 max certes diminuée, et là chez eux, pour le coup, c'est bien lié à un débit cardiaque diminué, mais pas tous, mais enfin la plupart, et que ce débit cardiaque est diminué pour de multiples raisons, et on le sait dans la dérivation cavo-pulmonaire totale, parce que les résistances peut-être pulmonaires ne baissent pas suffisamment à l'effort, il peut y avoir des obstructions sur le montage cavo-pulmonaire, il peut y avoir des dysfonctions du ventricule unique. Bref, la mesure du débit cardiaque permet d'explorer l'hémodynamique d'effort de ces patients. Donc finalement,
la mesure du débit cardiaque en elle-même peut être bien plus intéressante, en tout cas complémentaire, de la mesure de la consommation d'oxygène, puisqu'on a directement accès aux déterminants cardiaques. On en déduit par une simple division la différence artério-veineuse. Et je vous dis, la différence artério-veineuse, elle ne donne pas accès directement à la composante musculaire périphérique, puisqu'elle dépend aussi du débit cardiaque. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de passer par le contenu veineux en oxygène, puisque le contenu artériel, on le connaît, on a la saturation. Si on a mesuré l'hémoglobine aussi, donc on a le contenu artériel en oxygène. On en déduit le contenu veineux en oxygène et par des petites équations un peu compliquées, on arrive à la pression veineuse en oxygène. Et grâce à cette équation, qui est une équation simplifiée certes, mais qui est vérifiée, on peut en déduire la diffusion de l'oxygène du capillaire vers la mitochondrie au niveau musculaire périphérique. Et donc, avec un artifice et certes un certain nombre d'approximations, on peut avoir une idée du composant périphérique et du composant cardiaque en mesurant à la fois la VO2 et le débit cardiaque. D'ailleurs, ça nous a permis de montrer que chez des patients des enfants en l'occurrence, qui avaient été opérés de cardiopathie congénitale, eh bien, par rapport à des enfants sains, ici en blanc, les patients en gris qui avaient été opérés, mais qui n'avaient pas de lésions résiduelles, avaient une VO2 max très très bonne, voire presque un peu meilleure que les patients sains, avaient un débit cardiaque tout à fait normal, comparable à des patients contrôle, avait une différence artério-veineuse comparable et avait un indice de diffusion de l'oxygène périphérique qui était normal. Lorsqu'il y avait une lésion résiduelle, il y avait une VO2 max diminuée, mais cette VO2 max était liée à une diminution du débit cardiaque à l'effort, QO2 max, hein, c'est le débit cardiaque qui multiplie le contenu artériel en oxygène. On voit que la différence artério-veineuse, elle, était à peu près identique, parce qu'il y avait une bonne compensation, mais que globalement, la diffusion était elle aussi diminuée, et donc il y avait un double facteur qui expliquait la baisse de la VO2 max, et que cette limitation de la diffusion était probablement liée au fait que les patients faisaient moins de sport, ne serait-ce que par prescription médicale, en fonction de la lésion résiduelle. Voilà, on peut regarder quelle heure il est, 3 heures, on a une petite demi-heure pour faire quelques exercices, juste pour vous montrer des exemples de patients. Ici, on a un patient qui a, ça doit être un jeune patient, je pense, puisqu'on parle de sport scolaire, qui a été opéré d'une tétralogie de Fallot et qui a une fuite pulmonaire classique. Et ici, on a donc son épreuve d'effort avec la courbe rouge qui est la VO2, la courbe bleue qui est la VCO2, donc le rejet de gaz carbonique. On a l'effort en rampe ici, les watts qui montent. On n'a pas ici la fréquence cardiaque. Ici, on a ici, on a les équivalents respiratoires, donc pente VE sur VO2, et, enfin, oui, les courbes VE sur VO2 et VE sur VCO2. Comme vous avez vu que la ventilation, elle augmente quasiment linéairement, oui, pas tout à fait, hein, mais quasiment linéairement au cours de l'effort, comme la VO2, en général, la courbe rouge, alors, excusez-moi, je me trompe. La ventilation, elle augmente linéairement, mais elle casse à un moment donné, c'est-à-dire que la ventilation va augmenter de manière plus importante. Alors que la VO2 va rester assez linéaire tout au long de l'effort. Ce qui fait que le rapport VE sur VO2, à un moment donné, du fait de l'augmentation de la ventilation, va augmenter. En revanche, le rapport VE sur VCO2, lui, va rester à peu près constant tout au long de l'effort. Donc, un des bons moyens de calculer le seuil ventilatoire ici, de repérer le seuil ventilatoire, c'est au moment où le rapport VE sur VO2 augmente, et c'est à peu près à ce niveau-là qu'on voit la courbe rouge qui décolle un petit peu. Alors, sur les résultats de ce test d'effort, on voit ici, en rouge, ici dans cette colonne, c'est les pourcentages par rapport à la théorique. Et on voit donc que ce patient, il n'a fait que, alors qu'il a fait un quotient respiratoire à 1,27, ce qui laisse penser quand même qu'il a fait un effort maximal. Certes, il n'a pas monté beaucoup sa fréquence cardiaque, mais on a pensé quand même qu'il a fait un effort très significatif, sûrement maximal. Il n'a pu atteindre que 57% de sa VO2 théorique, ce qui correspond à peu près à la charge théorique, ici qu'on peut aussi mesurer. Donc, il a une très nette limitation de son aptitude physique aérobie. Au passage,
on voit que, alors que sa fréquence cardiaque a monté, on voit que le pouls d'O2, donc VO2 divisé par fréquence cardiaque, et je vous rappelle que c'est le volume d'éjection systolique fois la différence artério-veineuse, au pic de l'effort, il n'est qu'à 66% de la théorique. Donc, il a un pouls d'O2 abaissé. Alors, est-ce que c'est à cause de son volume d'éjection systolique ou à cause de sa différence artério-veineuse qui est basse? Eh bien, il suffit simplement de mesurer le volume d'éjection systolique par impédance métrique, comme on l'a fait, et on voit qu'il avait un volume d'éjection systolique à 57 millilitres par mètre carré, ce qui est très bien. C'est un bon volume d'éjection systolique, et quand on multiplie ce volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque, on a un bon index cardiaque au pic à 10 litres minute mètre carré. Et donc, on a un effort maximal, on a une limitation importante de la VO2 max, et on sait, grâce à la mesure du débit cardiaque, sans arrière-pensée, qu'il n'y a pas de limitation cardiaque. Grâce à la différence artério-veineuse, on peut, grâce à la mesure du débit cardiaque et de la VO2, on a accès à la différence artério-veineuse qui est à 9. Et si vous vous souvenez bien, on aimerait qu'elle monte pas loin de 15, en tout cas 13-14 chez les adolescents. Et là, elle est à 9, elle est assez basse. Elle n'est pas basse parce qu'il y avait une hémoglobine, parce qu'il était anémique, mais elle est basse parce que la diffusion est assez basse, ici à moins de 25. Donc, cette limitation importante est liée à un déconditionnement périphérique. Ici, le cas d'une cardiopathie cyanogène, c'était un patient qui était en double discordance, CIV, et qui avait un cerclage de l'artère pulmonaire, et donc peut-être un cerclage suffisamment serré pour créer un shunt droite-gauche. En tout cas, il avait 85% au repos. Et au pic de l'effort, il descend à 66%, et voici ici les courbes de sa VCO2 et de sa VO2, et aussi, alors on a pu mesurer les seuils à peu près, et aussi l'histoire de sa ventilation qui tout d'un coup monte brutalement ici, et on mesure le rapport, la pente VE sur VCO2 qui donne une bonne idée de l'hyperventilation qui est très 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 élevée, assis à 57 pour des normes à 30, entre 25 et 30. Et donc on a une sorte d'hyperventilation qui est en rapport avec sa cyanose. On voit ici que sa VO2 max n'atteint pas 59, atteint difficilement 59% de la théorique, alors que la fréquence cardiaque monte correctement. On a mesuré son débit cardiaque et on voit que son volume d'éjection systolique, cette fois-ci, est plus bas, à 42 millilitres/mètre carré, et donc ce qui lui fait un index au pic à 6,7 millilitres minute mètre carré, ce qui n'est pas très important. Et donc, il a, en fait, ce n'était pas 6,7, c'était 7,2, parce qu'ici, c'était une moyenne, donc 7,2, ce qui reste faible. Et donc, il a un débit cardiaque assez bas. On peut calculer aussi sa diffusion qui était basse. On avait un contenu artériel en oxygène bas du fait de son shunt droite-gauche, avec une sensation de dyspnée importante liée à son hyperpnée, liée à l'éasalose. Donc, voici, on arrive à faire un peu le point sur l'ensemble des choses qui participent à sa difficulté à faire des efforts. Ici, un autre exemple d'une patiente de 31 ans qui avait une sténose valvulaire pulmonaire, mais cette fois-ci non opérée, donc qui gardait un obstacle, qui avait pu faire sans problème une grossesse en 2016, et qui gardait, du fait de cette sténose, une pression ventriculaire droite un peu élevée, mais infrasystémique. Ici, les courbes de son test d'effort, avec ici en vert la ventilation, en rose, ici en haut, la fréquence cardiaque, et au milieu, en rouge, la VCO2, pardon, cette fois-ci, et en bleu, la VO2. On voit aussi que donc sa performance est modérée, puisqu'elle a une limitation assez nette de son aptitude physique à aérobie à 66%, alors qu'elle a fait un effort maximal. On voit ici le quotient respiratoire à 1,14. Et alors qu'elle augmente bien sa fréquence cardiaque, ce qui fait qu'en fait, sa VO2 divisée par fréquence cardiaque est assez basse à 71%. Toujours pareil, est-ce que c'est le volume d'éjection systolique? Est-ce que c'est la différence artério-veineuse? Eh bien, grâce à la mesure du débit cardiaque, on a accès grâce à l'impédance métrique, on a accès à la mesure du volume d'éjection systolique. Et là, on a un très, très bon volume d'éjection systolique avec un index cardiaque au pic à 10,8 avec une fréquence cardiaque qui monte bien. Et donc, on a un effort maximal, une limitation nette de la VO2 max, un seuil ventilatoire précoce, je ne vous l'ai pas marqué, maintenant je ne regarde quasiment plus, mais ici à 51, à moins de 55%, qui va avec un déconditionnement, et un index cardiaque très important et une diffusion extrêmement basse, une patiente qui ne faisait pas du tout d'effort et qui était devenue extrêmement limitée du fait d'une sédentarité importante.
Ici, un patient qui avait un canal atrioventriculaire réparé, qui avait un pacemaker et qui bridait sa fréquence cardiaque à 150 par minute. En plus de ça, il était sous bisoprolol et qui se plaignait d'une YHA3, qui avait eu cependant une fuite mitrale modérée, un rétrécissement tricuspide pas tout à fait modéré, avec une fuite non négligeable non plus sur la tricuspide. Voici ici ces courbes de test d'effort avec une limitation majeure de la VO2 max à 47%, hein, moins 50%, c'est majeur, alors que le quotient respiratoire est à 1,24. Il a fait un effort probablement, on va dire, maximal. On a mesuré son volume d'éjection systolique qui est assez bas, hein, à moins de 50 mm², alors qu'il a augmenté sa fréquence cardiaque de manière correcte à 147 au maximum de son pacemaker, ce qui représente une petite insuffisance chronotrope. On voit que la limitation VO2 sur fréquence cardiaque, le POUD2 est lié au POUD2, 55% de la théorique. Encore une fois, on va voir quelle est la part cardiaque et la part périphérique. L'effort, on a dit qu'il était maximal, la limitation est majeure, le débit cardiaque est faible, à 6,3 litres minute mètre carré. On en déduit par des calculs un peu compliqués la diffusion. Le seuil ventriculatoire est très précoce, donc il y a à la fois un faible débit cardiaque, à la fois un déconditionnement très important. Ça va avoir un impact sur ce qu'on fait de ces lésions résiduelles et aussi sur la capacité qu'il aura augmentée si ça devient compliqué pour l'opérer ou même après l'opération. On sait qu'on va récupérer énormément en VO2 max si on lui propose une réhabilitation cardiaque. Ici, une patiente qui a une tétralogie de Fallot opérée, qui a 55 ans, qui avait une fuite pulmonaire modérée et qui avait eu le Covid il y a 6 mois et qui se retrouvait essoufflée à l'effort. On suspectait une limitation ventilatoire, on lui fait un VEMS au repos et on trouve qu'il est à 75% de la théorique. Donc, ça va nous permettre d'avoir accès à sa réserve ventilatoire au pic de l'effort. Et on a finalement une VO2 qui n'est pas si mal, à 82% des théoriques, alors qu'elle a fait un effort a priori maximal. On a un POUD2 qui est normal. On a une fréquence cardiaque qui est plutôt pas mal montée, à 86% de la FMT. Et donc, on a ici mesuré le volume d'éjection systolique, lui, qui est à 86 mm², un très, très bon volume d'éjection systolique. Donc, en fait, il y a peu de limitations. On a un index au pic très élevé. Et ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est que la réserve ventilatoire est entamée ici au pic à 16%. On est en dessous des 30%. Donc, elle a tiré un peu sur sa réserve ventilatoire, ce qui lui donne son impression d'être très essoufflée et qui est peut-être, est-ce que c'est une séquelle de son Covid ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, on a mis en évidence une petite limitation, en tout cas, les symptômes qui peuvent être en rapport avec sa limitation respiratoire, ou en tout cas, le fait qu'elle a entamé sa réserve ventilatoire, mais aussi on a mis en évidence qu'elle n'avait pas de problème cardiaque et on a mis en évidence une petite anémie au passage et un déconditionnement. Vous voyez que quand on upgrade la VO2 max par le débit cardiaque, on s'affranchit de tas de paramètres peu spécifiques et qui permettent d'avoir un diagnostic un peu plus sûr pour aider à la décision thérapeutique. Ici, un patient qui avait une DVDA avec dysfonction ventriculaire, qui était sous bêta-bloquant et IEC, qui fait une mauvaise performance, qui a une limitation très importante de son aptitude physique aérobie, à 54% de la VO2 max. On a l'impression que le quotient respiratoire n'est pas terrible, 0,97. Est-ce qu'il a fait un effort max ou pas? C'est difficile de se fier sur la fréquence cardiaque, parce qu'il est sous bêta-bloquant. Il a un volume d'éjection systolique qui ne monte pas beaucoup. Et vous voyez que les courbes ici ont du mal à se creuser. Les quotients respiratoires ici n'est pas passé. On peut avoir parfois, chez certains patients, des efforts maximaux avec des quotients respiratoires qui augmentent difficilement. Donc, sur le Borg, on pensait quand même qu'il n'était pas très loin d'un effort maximal. En tout cas, il a un index cardiaque très faible, du fait de l'insuffisance chronotrope liée à son traitement, mais aussi parce que le volume d'éjection systolique n'augmente pas. Il n'est pas anémique et la diffusion était à peu près correcte. Donc, il avait probablement une insuffisance. Il a probablement une limitation d'origine cardiaque essentiellement. Voilà quelques exemples en pratique. Pour vous montrer aussi que la mesure du débit cardiaque peut être importante sur certaines pathologies, le débit cardiaque à l'effort. Ici, notamment, les patients qui ont été opérés d'un switch atrial. Donc, c'est les patients qui avaient une transposition des gros vaisseaux. Ici, le schéma d'une transposition des gros vaisseaux. À l'époque, avant les années 80, il était compliqué de faire un switch artériel puisqu'on n'avait pas de microchirurgie suffisamment
au point pour transloquer les coronaires en même temps que l'aorte, et donc on faisait des switches atriaux, des chenaux intra-auriculaires. Et on sait que chez ces patients, les morts subites surviennent essentiellement à l'effort, contrairement à l'ensemble des autres cardiopathies, dont les morts subites sont loin d'être majoritairement à l'effort. Chez ces patients-là, 80% surviennent à l'effort. On sait aussi qu'ils surviennent à l'occasion de troubles du rythme atriaux, qui sont le trigger de troubles de tachycardie ventriculaire. Et on pense que c'est une faible augmentation du volume d'éjection systolique liée à la difficulté qu'a le remplissage à se faire lors des fréquences cardiaques élevées, et donc qui entraîne aussi des ischémies myocardiques de ce fait. Et lorsqu'on monitore le volume d'éjection systolique à l'effort chez ces patients, ici un premier patient qui avait un switch atrial, on voit que son volume d'éjection systolique au cours de l'effort, sa fréquence monte ici, et on voit le volume d'éjection systolique qui monte jusqu'à une valeur à peu près correcte, à 61, même très correcte, de volume d'éjection systolique. Ici, on a un patient qui a aussi un ventricule droit sous-aortique, donc traité par un switch atrial, une fréquence cardiaque qui monte ici, et un volume d'éjection systolique qui monte nettement moins, à 43 ml², donc probablement un ventricule droit fatigué. Et puis ce qu'on voit ici, de manière très pathologique, une fréquence cardiaque qui monte ici de manière importante, et puis un volume d'éjection systolique qui va à une certaine fréquence, ici, à 140 par minute, se casser la figure en cours d'effort. Et on voit ici donc des phénomènes d'ischémiques qui peuvent arriver à ce moment-là. C'est important de pouvoir les dépister, de prévenir le patient que peut-être il devrait faire des efforts dans cette zone-là, plutôt que de dépasser cette zone-là, qui est sûrement un risque d'ischémie ou de mort subite dans ce cas-là. Voilà, donc à quoi servent les explorations fonctionnelles dans les cardiopathies congénitales, le CG d'effort, visée diagnostique de problèmes ischémiques ou rythmologiques, peuvent aider sous plan thérapeutique essentiellement en rythmologie, et parfois aussi dans des pathologies comme le rétrécissement aortique et la myocardiopathie hypertrophique, et peut avoir un effet, un intérêt pronostique pour les extrasystoles, on a vu, et pour prédire éventuellement une hypertension artérielle dans l'avenir pour les patients qui ont été opérés d'une coarctation. Le test cardiopulmonaire, sur le plan diagnostique, s'il n'est pas implémenté du débit cardiaque, il n'est pas forcément très utile. Il peut dépister des chaînes droite-gauche. L'aide thérapeutique, je pense qu'elle doit absolument être, si on veut être performant pour l'intérêt du patient, être implémentée de la mesure du débit cardiaque. En ce qui concerne le pronostic, probablement que déjà, rien qu'avec les facteurs, les paramètres usuels de VO2 max, on arrive à faire un bon pronostic. On sait que c'est un très fort facteur pronostic, mais probablement que le débit cardiaque, et ça c'est encore des études en cours qu'on va faire dans le service, améliore le pronostic global de ces patients lorsqu'on rajoute le débit cardiaque aux facteurs pronostiques usuels. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vais regarder, on a fini un peu plus tôt. Une petite question ici, comment faire la part si on sait que la VO2, c'est plusieurs facteurs avant de prendre une décision? Justement, je crois avoir répondu un petit peu à vos questions. Vous n'hésitez pas à m'en poser d'autres si vous en avez. Ben, c'est pas toujours. Alors, la question, c'est de savoir si le chaîne droit-gauche ne suffit pas pour le diagnostic. Ben, si, parfois ça suffit, bien sûr. Mais je peux vous dire qu'on a fait un certain nombre de diagnostics de chaîne droit-gauche uniquement par la mesure de la saturation à l'effort, confirmée aussi, parce que la saturation à l'effort, parfois ça bouge, parfois on n'a pas un bon signal, confirmée par l'augmentation, par la mise en évidence d'une hyperventilation et puis d'une PET CO2 très basse au pic de l'effort. Donc voilà, on fait des diagnostics de chaîne droit-gauche assez souvent grâce au test d'effort. Mais effectivement, notamment chez l'adulte, chaîne droit-gauche, pas toujours à voir, mais chez l'enfant, effectivement, souvent, on arrive à le faire, bien sûr.
Très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous quitte là et donc je mettrai cette présentation en PDF sur le site comme prévu. Et passez une bonne journée. Doit-on faire une EFR, toujours faire une EFR avant? En pratique, ce serait bien. Je ne le fais pas toujours non plus parce que j'ai des vacations qui sont bien chargées et donc je cible mes EFR en fonction de la forme du thorax, du nombre d'opérations, d'éventuelles pathologies respiratoires. Et parfois, ça m'est arrivé de faire un VEMS après, et ça permet de corriger, en sachant que parfois le VEMS est un peu modifié. Il peut y avoir un spasme bronchique post-effort, mais ça m'est arrivé d'utiliser le VEMS que j'avais fait après l'épreuve d'effort parce que j'avais regretté de ne pas l'avoir fait avant. Donc théoriquement, il faudrait le faire avant si on a le temps. Si on n'a pas le temps, il faut cibler les patients qui en ont potentiellement besoin, chez qui on suspecte une limitation ventilatoire. Chez la femme en désir de grossesse, c'est pour interdire. Chez la femme en désir de grossesse, c'est pour interdire ou le suivi. C'est pour avant. C'est avant. L'idéal est avant, bien sûr. C'est une fois qu'elle est enceinte, elle est enceinte et il faut suivre la patiente et faire en sorte que ça se passe bien. Mais c'est avant pour donner les conseils en termes de risque de grossesse. On interdit comme on peut, hein, on conseille. Après, les femmes font ce qu'elles veulent. Mais voilà, donc c'est important de conseiller au maximum la patiente et lui dire si sa grossesse est risquée, quel est le risque de grossesse pour elle et pour son fœtus, pour son bébé, son futur bébé. Voilà. D'autres questions? Je vous laisse encore un peu de temps. Très bien. Écoutez, bon courage, passez une bonne après-midi et à bientôt.